la dure, un chewing-gum orange. Bon, c'est un événement, Marc. Ils s'attendent depuis tout à l'heure. Ils essaient de me soudoyer. J'ai refusé l'argent. J'ai tout refusé. Il faut que tu saches que je suis quelqu'un de très intègre. On est d'accord? Oui. Effectivement, on va parler d'un anniversaire. Ça fait déjà 40 ans. Quand on dit ça, on a l'impression qu'on se trompe. Tellement, quand on regarde le personnage qui est à côté de nous, on a le sentiment qu'il n'a pas du tout changé, pas vieilli. La voix, elle est absolument toujours à l'identique. Les lunettes, quoi. Les lunettes. 40 ans, Marc, c'est 4 décennies, et pourtant, on a l'impression que c'est passé très très vite. Est-ce que c'est la même façon de voir pour toi? Oui, la même. Ah oui, ah oui. Ça passe vite, c'est vrai que c'est insensé le temps. Mais bon, comment vous dire, je suis très heureux d'être là déjà. Merci d'être venu. Nous aussi. Et j'espère que ce livre va vous plaire. On est, le temps passant me rapproche beaucoup de choses simples. Et j'ai beaucoup de chance d'être encore là, de pouvoir apprécier ces moments de rencontre. Et voilà, merci beaucoup d'être venu, ça me fait très plaisir. Ce nouvel album, c'est effectivement cet album anniversaire, mais c'est aussi une façon de proposer d'autres titres. Il y a des inédits, il y a des collaborations nouvelles, il y a des collaborations qu'on connaissait déjà, mais qui ont été réenregistrées. Puis il y a cet orchestre philharmonique de Sofia, de la radio bulgare, très exactement, qui est un rêve finalement. Oui, comment s'est passé ton voyage? On fait une petite parenthèse privée de joke. Ouais, ça a été dur, ça a été difficile. Je suis partie hier à Londres rencontrer un monsieur qui s'appelle Brian Ferry. Et il s'est beaucoup moqué de nous ici. Et je lui ai dit non, mais ça commence à aller mieux. Et finalement, j'ai mis effectivement 2 heures pour te rejoindre, Marc, et ce public. Et j'avoue que c'est compliqué quand même dans les transports. Hein. Voilà, on referme la parenthèse. Tout ça pour dire que finalement, cet album, c'est aussi ça. C'est un voyage. Comment il va, Brian? Il t'embrasse. On va parler de toi en fait. Je vais t'en parler après, oui. Ok, génial. Et de Slave to Love. Surtout, je l'adore. Vraiment, je l'adore, Brian Ferry. C'est un mec génial. T'as eu de la chance, hein. Ce qui est incroyable avec Mark Lavoine, c'est qu'à chaque fois, il détourne le regard pour parler des autres et pas de lui-même. Cet album, pourtant, Marc, c'est toi. C'est totalement toi. C'est une façon justement de nous montrer à quel point tu nous as toujours tendu la main. Et quand on écoute tes chansons, et je pense que personne ne va me contredire ici, on a tous des souvenirs de vie. Des joies, des peines, des rencontres, des moments douloureux, même des accompagnements jusqu'au bout de la vie. Il y a quelque chose qui s'est passé avec cet album pour toi, c'est que c'était un rêve de travailler avec un orchestre philharmonique et donc de réenregistrer l'intégralité de tes chansons. Oui, c'est-à-dire que sur le Parking des Anges, déjà j'avais travaillé avec le Royal Philharmonic Orchestra, parce que j'aimais beaucoup Deep Purple. Ensuite, les Eurythmics sont enregistrés avec le symphonique. J'aimais beaucoup Eurythmics. Et puis Portichet a fait un album avec un symphonique, et puis Beck a fait des chansons de Bowie avec le symphonique, avec un orchestre incroyable d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'était important. Donc Frédéric, mon manager qui est là, et monsieur qui est... Vous pouvez l'applaudir parce que c'est quelqu'un qui... Avec à côté de lui Anaïs, qui est une femme avec laquelle je travaille, j'ai beaucoup de chance. Je travaille dans cette maison de disques. C'est la maison de disques Barclay qui m'a autorisé donc à enregistrer avec ce symphonique. Je me suis retrouvé donc à Sofia. J'ai donné les clés à Jean-François Berger qui a fait les arrangements. Et donc on a enregistré avec ce symphonique et c'était un électro-symphonique évidemment. C'était une joie de pouvoir mettre les chansons devant nous et les traiter aujourd'hui. Du Parking des Anges aux inédits qu'on a fait avec le train, avec Qu'est-ce que t'es belle. Donc ça a été une occasion de revoir les chansons, de rentrer dans les chansons, de les revivre. Et je me suis rendu compte que c'est évidemment que si le temps a passé, quand même, ça forme un tout qui existe aujourd'hui encore, grâce à vous. Et ça. Alors sur les yeux revolver, j'ai eu un petit souci, c'est-à-dire que comme j'étais dans la cabine j'étais pas dans la cabine avec les ingénieurs ni avec les
ceux qui fabriquaient le disque, j'étais avec les musiciens. Et donc, quand je suis arrivé à Sofia, Sofia est une ville, j'ai l'impression que c'est une ville un peu, c'est bizarre comme ville. Donc, j'étais pas très à l'aise. Et puis, nous sommes allés au studio, donc nous avons vu ce building, qui est un building un peu imposant, à côté d'un building communiste. C'est un building qui a été fait par les nazis. Voilà. Donc, c'était un peu impressionnant. Je voulais dire bonjour aux musiciens. Ils m'ont pas dit bonjour, en fait. Et moi, j'aime pas dire au revoir, je préfère dire bonjour. Et la communication s'est faite en jouant. En jouant de la musique, ils ont vraiment communiqué avec moi. Et puis petit à petit, on se regardait. Ils sont 80, donc c'est beaucoup de gens. Donc je les regardais, je regardais la harpiste qui jouait, je regardais les corps, je regardais les cordes. Et finalement, on s'est dit bonjour à la fin. Et pendant les enregistrements, donc pendant 3 jours, j'étais bluffé par ce qu'il faisait. Et sur les yeux revolver, c'est vrai que j'ai eu une émotion particulière qui est montée. Et donc j'ai dit à Jean-François, je lui ai dit, celle-ci, on va la laisser en symphonique, on va pas du tout mettre de l'électro à l'intérieur, on va la laisser telle qu'elle parce qu'elle me plaît comme ça. Et les yeux revolver, elle me plaît quand elle sort des bars, quand elle sort des voix des gens qui la chantent. La nuit, je me promène et puis j'entends la chanson qui passe, les gens qui la chantent même en extérieur. C'est une chance d'avoir une chanson comme ça, c'est une bonne camarade, elle est fidèle, elle est solide, elle est là quoi. Et ça me rappelle ma mère. C'est une chanson, c'est comme ma mère, cette chanson, elle est là, elle est solide, elle endure. C'est une femme. Et je suis heureux de lui rendre hommage à travers ce disque. D'ailleurs, les femmes ont beaucoup compté dans ta vie. Elles t'ont élevé, hein, carrément. Ouais, j'ai eu de la chance. J'ai eu 4 femmes dans ma vie, mes 2 grands-mères, ma mère et ma tante. J'ai l'image de ma tante avec les mains dans la semoule qui faisait le couscous parce qu'elle rentrait d'Algérie. Mes 2 grands-mères, celle qui faisait le café, parce que quand j'entrais dans sa cuisine, il y avait cette chaussette du Nord avec le café qui durait toute la journée. L'autre grand-mère qui était épicière, qui était une classe sociale supérieure, parce que l'épicerie quand même, c'était bien, c'était chic. Je me promenais parmi les friandises avec ses tranches de jambon, enfin c'était incroyable. Et ma mère avec qui je faisais de la couture, avec qui je faisais tous les travaux qu'elle faisait, parce elle travaillait, elle s'occupait de ses enfants. Et donc je faisais de la couture avec elle. J'ai gardé son dé à coudre d'ailleurs. Ça me touche beaucoup quand je regarde ce dé à coudre, parce que quand je le mets sur mon oreille, c'est comme un coquillage, quand on entend la mer, normalement j'entends ma mère. Je revois ses journées, et je suis très heureux d'avoir été élevé par ces 4 femmes. Ça m'a donné... Parce qu'une femme, c'est pas seulement une sœur, c'est pas seulement une mère, c'est pas seulement une épouse. C'est une femme. Une femme, ça a une identité propre. Et on ferait bien d'en prendre conscience, parce que voilà, c'est important de leur donner l'espace qu'elles méritent et qu'elles désirent, je crois. Une femme, c'est important. Voilà, ma mère serait contente de m'entendre dire ça aujourd'hui. Quand on parle de la famille, justement, et des souvenirs, des odeurs, parce que là on parle des odeurs, il y a le couscous, mais il y a aussi des odeurs qui vont avec, les parfums, voilà, le café aussi. Je voudrais qu'on parle de Souad Massi, pour le coup, parce qu'elle a justement ce langage familial, entre guillemets, avec les souvenirs qui vont avec. C'est pas un hasard si, encore une fois, tu lui as demandé de t'accompagner sur cet album événement. Souad Massi, sur Paris, elle a donné une dimension à Paris, sa vraie dimension en fait, parce que quand j'ai écrit cette chanson, on a tourné un clip qui était dans les rues de Paris, on faisait une image à chaque fois, on répétait jamais les prises d'image, et c'était important de garder ce contre-champ de Paris. On y voyait beaucoup de Paris différents. Et quand Souad est arrivé dans ma vie, je connaissais son disque, le premier disque qu'elle a fait en France, mais j'ai eu envie de travailler avec elle parce qu'elle m'a emmené en Algérie. Elle m'a emmené de l'autre côté de la Méditerranée, elle m'a fait connaître en fait ce que je ne connaissais pas de l'Algérie. Moi je connaissais à peine les lettres de mon père à ma tante quand il était soldat là-bas, qu'il a fait son devoir contre ses idées, contre lui, mais il a fait son devoir. Il aimait bien les Algériens l'aimaient bien. Et là j'ai été chanter là-bas, je suis allé chanter dans une salle en Algérie qui était pleine de gens
À l'extérieur, il y avait des écrans pour qu'ils puissent regarder le concert. C'est grâce à Swan Massy que j'ai pu aller voir l'appartement de ma tante. Alors il y avait des gens qui habitaient là qui m'ont dit t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et donc j'ai traversé l'appartement et je suis allé voir la vue qu'elle avait dans la cuisine. Et là j'ai vu un plat de couscous, quoi, un plat de semoule. Et donc c'était très émouvant. Donc Swan Massy, je lui dois beaucoup. C'est une femme qui se bat pas avec. Elle se bat avec sa poésie, elle se bat avec ses chansons. Et c'est vraiment merveilleux de l'entendre chanter. Donc, souvent, je vais la rejoindre sur scène. Et là, elle est venue en studio écouter la chanson Paris, donc de rechanter avec moi. Elle est très émue. Et je pense à elle parce que je suis très heureux qu'elle soit avec moi sur ce disque. C'est pour moi une marque d'affection et surtout une marque de fidélité. Et une rencontre entre nos deux pays. C'est très important pour moi. La première chanson qui t'a fait connaître, c'est pour une biguine avec toi. Ensuite, il y a eu voilà, qui n'est pas sur le disque, mais après il y a eu Revolver, et après surtout il y a eu notamment Parking des Anges. Je voudrais qu'on en parle parce qu'elle figure, elle pour le coup, sur cet album, et elle donne lieu à plein de clins d'œil, notamment à la chanson Le Protocole qu'on a découvert, qui est une chanson incroyable, qui a toujours, encore une fois, cet esprit que tu as toujours eu, c'est-à-dire cet amour des mots, de la poésie. Et ce besoin que tu as eu de t'exprimer par les mots, qui t'a permis justement, de par ta timidité, d'aller raconter tes histoires. Parking des Anges, alors il y a 3 chansons. Parking des Anges, Revolver et Qu'est-ce que t'es belle. À l'époque, la maison de disques avait le pif parce que elle voulait pas les sortir. Donc je me suis battu pour sortir Revolver, ça a fonctionné. Parking des Anges aussi, et Qu'est-ce que t'es belle aussi. Et ces 3 chansons vraiment qui, quand j'ai fait la sélection des chansons, voilà, elles m'ont sauté au cou. C'est des chansons, par exemple, Le Monde est tellement con, Parking des Anges, je préfère mettre le Parking des Anges parce que j'ai écrit cette chanson pour Pasolini, sur Pasolini, et elle fait partie d'une ligne éditoriale de travail, donc sur Paris, sur le pont Mirabeau, sur C'est ça la France, bien sûr, qui est une chanson pour moi qui est importante. Et aujourd'hui, Protocole, ce ne sont pas des chansons politiques, ce ne sont pas des chansons qui disent voilà, c'est de sa faute ou c'est de sa faute à lui. Ce sont des chansons qui rassemblent. Et j'essaie de trouver la forme poétique pour que la chanson reste une chanson qui pourra fonctionner. Elle fonctionnait en 96, elle fonctionne encore aujourd'hui. Parce que justement, je ne suis pas un chanteur de moments. Vous savez, Georges Brassens disait mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Parce qu'on peut avoir des idées un jour et puis le lendemain se rendre compte que ces idées-là n'étaient pas les bonnes. Donc c'est compliqué. En revanche, les gens, la vie des gens, ce que les gens traversent, les difficultés que les gens traversent, la difficulté tous les matins d'aller au travail ou bien d'en chercher ou de ne pas en trouver, ça, c'est une préoccupation pour moi. C'est une préoccupation quotidienne. Je trouve qu'en politique, il manque un mot qui existe dans les chansons de Florent Pagny. J'étais avec Florent Pagny tout à l'heure. On faisait des photos pour Paris Match tous les deux parce qu'on est amis depuis une vie. Et on disait, il y a un mot que les politiques oublient de dire, c'est l'amour des gens. Pourquoi on est là? Pour regarder les gens dans les yeux, pour les identifier. Parce qu'on peut, moi j'adore la banlieue par exemple. C'est le pays d'où je viens, c'est mon pays d'origine. Les gens aiment vivre en banlieue, mais ils aiment qu'on les regarde, qu'on les considère, qu'on les traite pas comme des statistiques. Les gens sont des gens, et c'est important de leur dire qu'on les aime. Et le mot amour existe peu en politique. Nous, avec Florent, on chante que ça, et on est assez heureux de chanter ça, parce que entre la vie et la mort, il n'y a que l'amour qui compte. Bravo. Pourrais-je encore dire je t'aime? On pourrait dire encore je t'aime. D'ailleurs, le encore, il est très important. L'endroit où se trouve le encore dans la chanson, la preuve, c'est que j'ai fait un lapsus, est très important. Marc, justement, on parle d'amour. C'est compliqué d'aimer. Hein. C'est compliqué le verbe aimer, de conjuguer le verbe aimer quand même. C'est pas ça le verbe de la guerre dans les chansons. Jusqu'au jour où c'est moins compliqué. Moi, je ne pose pas de questions. Oui, écoute. Être amoureux, c'est merveilleux. C'est une chose qui arrive de temps en temps. Et ça va très bien, merci. Ça va super bien. Je suis super heureux.
Vraiment. Pardon. Oui, mais pardon d'être, voilà, d'entrer dans votre vie par des photos qui sont faites par des paparazzis. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc c'est important, quoi. C'est important. Bon, voilà. Je parlais de la capacité que tu as finalement à nous décrire depuis des années les sentiments amoureux. On a l'impression que c'est facile de chanter l'amour, mais c'est loin d'être facile. Et c'est quand même quelque chose qui te colle à la peau, en plus du reste, en plus de la poésie, en plus des engagements, en plus des choses que tu racontes. On parlait de C'est ça la France, on va y revenir, mais c'est quand même une chanson qui était une façon de dire à ceux qui voulaient diviser, non, on va se rassembler. Ouais. Et l'amour, c'est un peu ça. Ben, l'amour est infini, là, il est multiforme, il prend des formes différentes. C'est vrai que il est bizarre parfois, il est cruel, de temps en temps il est merveilleux. Ça nous emmène dans des impasses, dans des contresens, des cul-de-sac, des collines, mais c'est un pays merveilleux, c'est un pays infini. D'ailleurs, je le dis souvent, j'ai fait un film avec Tony Gatliff, et j'étais un peu perdu dans le film parce que je ne savais pas trop où je me situais. J'étais le maire d'un village, je dis on est en quelle année? Il me dit pourquoi? C'est important, si on est en 44, si on est en 43, en 42, il me dit on est en 42. Donc je sais qu'en 42, les Juifs sont déportés, les Tziganes sont déportés, je suis au courant parce que je suis maire du village. Et donc j'ai tout de suite me constituer un scénario. J'ai fait des photographies de pas mal de Tziganes qui étaient autour de moi, de Mademoiselle Lindy qui était là, qui était Marie-Josée Croze avec laquelle je travaillais, de Tony Gatliff, de plein de gens, et puis j'avais pas assez de matériel parce que j'avais pas de scénario. Il n'y a que lui qui avait le scénario, moi je l'avais pas. Et du coup je me suis acheté des bouquins sur la résistance. Moi, je collais sur les murs de ma chambre, je vivais chez l'habitant et je collais partout. Je mangeais des yaourts 0%. Parce qu'il fallait maigrir. Il fallait maigrir parce que si t'es un peu gros pendant la guerre, c'est que tu collabores. Et si t'es un peu maigre, c'est que tu ne l'es pas. Donc il fallait que je maigrisse. Et puis j'ai découpé les lettres des résistants, les lettres des déportés. Et je me suis rendu compte que toutes leurs lettres, c'était des lettres d'amour, qui commençaient par mon amour, j'ai 2 mots à te dire. Toi, tu vas vivre, même si je vais mourir, c'est pas grave, parce que tu vas continuer à exister parmi les choses. Et ces mots étaient incroyables, c'est-à-dire que le dernier désir des gens, en écrivant à la personne avec laquelle ils vivent, c'est de leur dire je t'aime. C'était le mot le plus fort, et c'est le dernier mot. Et en fait, c'est ce qui compte le plus pour nous. C'est pas d'avoir de l'argent, c'est pas de réussir sa vie, c'est d'aimer. Je crois qu'aimer, c'est la chose la plus importante. Être aimé, c'est bien, mais aimer, c'est mieux, je trouve. Et voilà. Ils voulaient aimer, et ils sont morts en disant qu'ils aimaient. C'est vraiment fort. Les chansons n'ont pas pris une ride de tout ce qui se trouve à l'intérieur, enfin en tout cas dans les choix. Non, justement, mais c'est d'ailleurs... c'est un truc qui concerne... C'est d'ailleurs insupportable pour nous. Non, ce que je veux dire, c'est que dans les choix que tu as fait là, il y a effectivement toute la dimension de l'engagement. On parlait tout à l'heure de ton père, de Pasolini. Ton père, il t'a transmis ça, il était communiste. Il avait cet engagement-là et il t'a transmis cet engagement. Pas seulement, il m'a transmis l'humour, il m'a transmis les mots. Il était engagé vraiment, mais lui, il était engagé dans un sens national, international, comme disait la chanson. Ma mère était engagée du point de vue quotidien, donc c'était 2 engagements différents. Ma mère était croyante, mon père était athée, ce qui m'a mis dans une situation compliquée aujourd'hui. La moindre apparition serait la bienvenue. Mais oui, mais c'était pas un engagement, enfin, l'engagement était culturel, c'est-à-dire que le Chili, c'était Pablo Neruda, donc c'était une idée poétique. L'Espagne, c'était Lorca. Chaque endroit avait son poète, sa poésie, et donc c'est là-dessus qu'ils m'ont... parce que moi, quand j'étais petit, je me secouais tout le temps, comme ça, je me berlinais, je me mettais dans une caisse en carton, j'imaginais que j'étais au milieu de l'océan, et dès que je sortais de chez moi, j'étais vraiment pas bien. Donc je prenais le bus avec les autistes, et j'étais mieux avec eux, je me sentais mieux parce que
je voyais qu'ils étaient en rapport avec mon obsession de chanter le soir, de vivre à la fenêtre ouverte, d'écouter les avions qui partaient toujours ailleurs. J'étais pas bien. Et la poésie m'a mis au centre des choses. C'est-à-dire que c'est la poésie qui m'a réhabitué à vivre le quotidien, parce que quand je lisais un texte poétique, c'était d'abord Pierre et Leloup que j'écoutais. J'écoutais Pierre et Leloup, j'avais peur d'écouter Pierre et Leloup, ça me foutait la trouille le soir quand j'écoutais Pierre et Leloup. Mais je l'écoutais tous les soirs, j'écoutais la voix de Gérard Philippe qui me racontait cette histoire avec la musique de Prokofiev. Et j'étais emporté dans cette histoire. Et puis j'ai lu Prévert, j'ai lu Arthur Rimbaud, j'ai lu les poètes, et leurs mots me rendaient la situation acceptable. Moi qui rêvais d'être un chat, d'un coup, je sortais de chez moi et c'était acceptable. Je pouvais accepter la vie. Et puis un professeur de lettres m'a dit que je pouvais construire ma vie autour des mots. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Ils m'ont habitué à être en lien avec les poètes, avec la poésie. Après, ça a été la littérature, ça a été... Mais vous savez, je ne suis pas du tout un intellectuel, je ne suis pas du tout un mec qui sait, parce que je lis les livres, j'en lis un morceau, je le pose, je dessine. Je lis un autre truc d'un autre auteur, d'Éluard en ce moment. Je regarde des poésies d'amour d'Éluard, je le repose, je prends le livre de Jim Harrison, que je vous conseille d'ailleurs. Je vous conseille de voir un film, si vous pouvez l'acheter ici. Ça s'appelle Seule la Terre est éternelle. C'est un film sur un auteur qui s'appelle Jim Harrison. C'est un film de François Bunel. Et vous comprendrez ce que je veux dire. Dans ce film, vraiment c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Vous allez être pris dans ce film, vous n'allez pas le quitter parce que, d'abord, ce film ne vous quitte pas des yeux. À chaque fois, il vous regarde, vous êtes dans le film, vous êtes avec ce personnage qui vous parle. Il parle de choses. Il parle du vent. Il parle du vent, il parle des Indiens, il parle des ours, il parle des chiens, il parle des hommes, il parle des femmes, il parle de la route. Et c'est lui qui a écrit Légende d'automne, c'est lui qui a écrit Alda, des livres merveilleux. Et quand il écrit devant un mur blanc où il n'y a rien dessus. Parce qu'il projette les livres qu'il a en tête, qu'il a rêvé la veille. Et il écrit vraiment des choses très simples que tout le monde peut comprendre. C'est ça, un poète. Un poète, un écrivain poète, comme lui, comme Pessoa ou comme d'autres écrivains, Camus. C'est un mec qui vous dessine des fleurs, il vous écrit des fleurs, il vous écrit une chaleur, il vous écrit une atmosphère et vous la ressentez. Et ça, c'est merveilleux. Donc ce film, si vous pouvez, ça s'appelle Seule la Terre est éternelle. Si vous pouvez vous le procurer, vous le regardez peut-être sur une chaîne de télévision. Il y a un livre. C'est vraiment un film merveilleux. Je parle d'un film, je ne devrais pas, je regarde mon manager qui me regarde en disant « Tu devrais parler de ton disque. » On va parler de mon disque. Fred est un pilier pour Marc, et heureusement qu'il est là. Marc, justement, là on parle des mots, mais il y a aussi le vecteur commun avec les mots, enfin, ce qui est en lien avec nous, c'est la voix, et accessoirement c'est la tienne. Alors, quelle place elle occupe cette voix? Ma voix? Ouais, Eh bien, écoutez, alors, c'est comme dans The Voice, hein, c'est quand je vais entendre la voix des gens. Qu'est-ce qu'elle a à raconter, cette voix? Une histoire. Mais cette histoire, pour moi, elle passe avec la musique. Donc c'est vrai que j'ai besoin d'un compositeur, j'ai besoin d'un mec qui pose ses doigts sur le piano, il pose ses doigts et là, ça commence, il y a quelque chose il y a un parfum, il y a quelque chose de différent, et j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'écrire sur cette musique-là. Donc j'ai 4 compositeurs avec lesquels je travaille, et ça se passe très bien, parce que quand je pose la voix sur la chanson, tu sais, c'est comme les premiers pas dans la neige, elle est là, il faut mettre son pied dedans, et il faut bien le mettre, parce qu'il faut bien le poser, et puis celui d'après, et ça fait un son, ça fait un bruit, et ce bruit-là, c'est quelque chose qui arrive entre la musique et les paroles, le son de la voix. Alors, la mienne, j'essaye de la poser tranquillement sur les musiques de mes camarades. Et les mots, quand on dit des mots qu'on a écrits, il ne faut pas se souvenir des mots qu'on a écrits, il faut les oublier. Donc à chaque fois, ce mot soit inventé. Et ça a été difficile d'ailleurs sur l'album là, de rechanter les chansons, parce que j'aime pas chanter avec un texte streamé, j'aime chanter sans rien. Si je ne me souviens pas des mots, c'est qu'il y a un problème. Et c'était merveilleux parce que avec Catherine Ringer, par exemple, quand elle est arrivée en studio pour chanter, et 2 voix ensemble, c'est une femme que je connais depuis longtemps quand même, Catherine.
1987. Voilà, depuis 85, on s'est rencontrés sur scène sur les yeux revolver. Et elle m'a jamais lâché la main. D'ailleurs, là, elle est venue et elle me tient la main pendant la chanson. C'est la première fois qu'on se tenait la main pendant qu'on chantait. Et en fait, je l'écoute chanter et je chante. Mais ça devient inconscient de chanter, ça devient... je sais pas comment vous dire. Chanter, c'est quelque chose de... Il n'y a que les oiseaux qui chantent, quoi. C'est pas normal de chanter, c'est un truc bizarre. Chanter, c'est mieux que la vie, c'est plus beau que la vie, c'est un moment particulier. C'est un rendez-vous particulier de chanter. Et donc, j'essaye de poser ma voix comme elle vient et j'espère que ça va. Est-ce que ça a changé quelque chose d'avoir l'orchestre philharmonique, dans l'interprétation? Est-ce que là, pour le coup, il y a des cordes, il y a ces orchestres qui sont là? C'est bizarre parce que ça habille, mais ça déshabille. C'est-à-dire qu'il faut rechanter. Vraiment, la voix prend plus de place, en fait. Elle prend plus d'espace, les mots sont plus en avant. C'est bizarre comme quoi... une chanson comme Toi, mon amour, elle a 4 versions. Bon. Et celle-ci, la nouvelle version, il y a plus d'espace pour la voix. C'est comme si les cordes, les corps, chaque instrument symphonique et électro ont la délicatesse de laisser la place à la voix. C'est pas comme des arrangements qui étouffent un peu ce que vous avez à dire. Là, ça ouvre une place pour la voix qui est assez belle. Bon, il y a un petit problème de son, mais il y a une enceinte qui fonctionne. On va vous faire écouter la chanson originale, je pense, Revolver revisité, pour vous montrer ce que ça donne. La force quand même de cette chanson, on va pas se mentir, mesdames, c'est qu'on a toutes eu l'impression que tu chantais à chacune d'entre nous, en fait. Tu vois là, la voix elle sort bien. Bah oui. Pourtant je chante pas fort. Il y a de la place pour elle. C'est drôle, hein. C'est marrant cet effet que j'ai. Enfin, quand je l'écoute, j'écoute pas mes chansons à la maison. J'ai pas de photo de moi à la maison. J'ai rien de visuel. J'ai pas de référence à moi. Mais là, je l'écoute, la chanson. Ça fait plusieurs fois que je fais des écoutes avec vous, enfin, avec des personnes qui viennent me voir. Et à chaque fois, ça me le fait. J'ai l'impression d'être là, quoi. Non, mais là, en même temps, t'es là, pour de vrai. D'être là. Et j'ai l'impression que la voix est là, quoi. Et donc, c'est bizarre. C'est bizarre comme truc. Non, c'est vrai. Hein. On parlait de Qu'est-ce que t'es belle. Je propose justement qu'on écoute la nouvelle version parce que là, pour le coup, il y a une dimension vraiment très forte. On sent qu'elle-même, elle est complètement habitée par la chanson, par la nouvelle version. Elle m'a fait un numéro, là, j'avoue que je la remercie. Je la remercie parce qu'elle l'a ziganisé, vraiment, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Alors là, il n'y a pas les images, mais vous allez imaginer ce qu'elle fait. C'est un tourbillon merveilleux, c'était incroyable de la laisser s'envoler sur la chanson, c'était dingue. On écoute. Elle est sortie cette chanson. La nouvelle version. En fait, la nouvelle version nous fait limite oublier la première. C'est ça qui est. C'est la réussite du travail de Jean-François. Jean-François est rentré dans ce disque. Bon, il connaît bien mon travail, ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble, alors il connaît bien ce que je fais, mais il est rentré dans le disque. Franchement, j'ai pas cru que. Je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire qu'il a pris le disque, sur chaque chanson, il a trouvé un truc, parce que c'est ça la France, l'arrangement est vraiment. Sur Dis-moi que l'amour s'arrête pas, sur la chanson sur mon père, sur Reviens mon amour, sur Cher ami, sur J'ai tout oublié, il a vraiment été très bon. Il a assuré grave. Et là, quand j'entends la chanson, on dirait un western, quoi. C'est cinématographique. Il a vraiment donné une image. Il y a une chanson, c'est Vivre ou ne pas vivre, où il a mis une trompette, hein, parce qu'il joue de la trompette, il joue de tous les instruments, et il joue de la baguette aussi. Et je lui dis, mets-moi une trompette, la chanson c'est d'abord la guitare, hein, tu t'appuies sur la guitare, et mets de la trompette. Bah, il a fait un truc, vous allez voir, quand vous allez écouter, c'est vraiment super, voilà. Il m'a vraiment donné beaucoup, il a été très présent, il l'est toujours. Je lui dois vraiment la réussite de ce disque. Vivre ou ne pas vivre, le thème c'est vraiment d'être face à soi-même, de faire ses choix aussi. Hein. On a le sentiment que chaque choix que tu as pu faire a été mûrement réfléchi et que tu n'as pas de regret. Ah, mûrement réfléchi. Je réfléchis pas, ça m'empêche de penser.
un petit truc comme ça. C'est vrai que réfléchir, c'est un peu s'enliser dans une réflexion sur soi-même. Penser, c'est relever la tête et regarder là où on veut aller, là où on va. Et c'est pas pareil, hein. Réfléchir, c'est ah là, qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est bien ça, je perds un temps fou à réfléchir, donc j'arrête de réfléchir. Je me mets à penser et je me dis, jusqu'à présent, ça m'a porté chance, quoi. Parce que penser, c'est je est un autre. On ne peut pas être seul, on ne peut pas se regarder toute la journée, il faut regarder l'autre. Donc je vois bien, il faut que je vous regarde, mademoiselle. Regarde, non mais regardez-moi, c'est vrai. On se regarde, on se voit. Et c'est ça qui est important, salut. C'est important, c'est de se voir. Et je est un autre, ça veut dire que dès qu'on a les yeux sur l'autre, alors là on voit où on va. On voit que c'est. Quand vous regardez votre enfant, quand vous regardez le petit, c'est là que je veux vraiment le suivre, parce qu'il est mignon, il se touche comme ça, il a marqué relax. C'est impeccable. Et on est intouchable à ce moment-là, parce qu'on est bien, on est ensemble, on est là maintenant. Ça, c'est ton côté quand tu bosses Hollywood, à ce là c'est déjà pas mal. C'est difficile d'être là, vous savez. C'est pas évident d'être là, avec vous. Je sais pas ce qui se passe dehors, je suis avec vous. J'ai envie d'être avec vous, je suis. Il faut avoir le courage d'être soi, le courage d'être là. Parce que ça va trop vite, ça passe trop vite la vie. Et elle est belle quand même. Même si on souffre, même si c'est difficile, elle est quand même bien, quoi. Et on a de la chance d'être en vie. On a de la chance de pouvoir... on ne sait pas, c'est peut-être le dernier jour de ma vie. Mais peut-être. Mais en tout cas, je suis là. Et vous êtes là, et ça c'est vraiment bien. Il y a la chanson Le Protocole aussi. Il faudrait que tu nous en parles parce que cette chanson, elle a une dimension assez forte dans ce disque. Parler d'engagement, alors là pour le coup... Alors, c'est une chanson comme Paris, comme C'est ça la France, dans la même direction, hein, toujours, sur une ambiance climatique difficile. Un climat qui est compliqué. Il y a une tension d'ailleurs dans la chanson. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez adopter cette chanson, mais moi, elle est très importante pour moi, cette chanson. On va l'écouter d'ailleurs. Bon, voilà. Il y a effectivement ce besoin qu'on a de regarder en arrière parce qu'on est touché encore une fois par ce qu'on a vécu à travers tes chansons et grâce à toi et avec toi. Tu as grandi avec nous, on a grandi avec toi. Et en même temps, il y a un regard sur l'avenir, systématique. Marc. Sur l'avenir. Sur l'avenir. Il y a toujours un moment donné où tu es toujours face à la société dans laquelle tu te trouves. Oui. Comme si tes chansons étaient devenues, et elles sont devenues d'ailleurs des photos. Merci. Et là, c'est vrai que dans cette chanson-là, je fais un récapitulatif des événements qui se passent. Après, le deuxième couplet, le troisième couplet va encore un peu plus loin, où je parle des gens qui sont perdus et qui vont sur le port voir s'ils existent encore. Mais dans le refrain, il y a ce mot qui vient à la fin, c'est oui, futur. Je pense qu'il y a un futur. Je pense qu'on est en train de vivre une période compliquée. Là, il y a un rayon de soleil. Et voilà. Voilà, c'est ce rayon de soleil qui vient parce que d'un coup on a besoin de ce rayon de soleil, on a besoin de comprendre cette société qu'on traverse qui est un peu bizarre, qui est un peu hémiplégique et schizophrène aussi. Il y a un truc qui va pas. Et on est un seuil de compétences, ça va s'arrêter. Et c'est vous qui allez reprendre le flambeau, c'est nous qui allons reprendre le flambeau parce que la seule résurrection de la société, c'est nous. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et je crois à ce futur. Je crois que ce futur, il est là. Il est bientôt là. Donc, non. En tout cas, moi, j'y crois, voilà. Est-ce que par un moment, tu as douté que ça s'arrête est-ce que par un moment, tu as douté comme tu as eu le point de départ, c'était quand même le théâtre. La chanson, elle a toujours été en toi, mais en même temps, tu as aussi fait plein de clins d'œil au cinéma. Le cinéma, tu as fait beaucoup de clins d'œil, mais la musique, elle est revenue. Mais est-ce que par un moment, tu as douté? Ben, je doute tous les jours. Évidemment que je doute, parce que c'est important de douter, mais j'ai des convictions aussi. Moi, je me couche avec mes doutes, je me réveille avec mes convictions. Même si parfois je dors un peu la journée. C'est vrai que je doute beaucoup, j'ai besoin de dormir d'ailleurs pour... Le doute, c'est terrible, c'est terrifiant. Est-ce que j'ai fait mal à quelqu'un? Est-ce que j'ai dit une connerie?
Vous savez, quand je parlais des autistes, j'ai bossé 20 ans avec eux. Quand j'allais parler à la télévision des autistes, je ne peux pas parler des autistes. Chacun d'entre eux est différent. Chacun d'entre eux m'apporte quelque chose, comme toutes les discriminations, par exemple, tous les gens, les malentendants, ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qui sont homosexuels, ceux qui sont toujours laissés sur le bord de la route. C'est compliqué de parler en leur nom parce qu'ils sont tous différents. Mais ils ont un grand commun dénominateur. Ils ont cette incompréhension du monde qui ne s'adapte pas à eux, alors que quand on s'adapte à eux, on fait la lumière qui s'allume dans les toilettes toute seule, on fait passer un fauteuil roulant, derrière il y a 20 poussettes qui passent avec des gens. Donc ce qu'on a fait pour le handicapé, ça sert à tout le monde. Il faut penser le monde à l'envers. Il faut penser d'abord à ceux qui ont du mal à se déplacer, ceux qui ont du mal à se lever le matin. C'est un long voyage pour un handicapé de se lever le matin et d'aller travailler, s'il trouve un travail, si on accepte qu'il soit avec nous. Et donc le doute, il est toujours là, parce que la société est jamais vraiment en avance sur les gens. Elle est toujours un poil en retard quand même. Et il faut que nous, on essaye de changer les choses. Alors petit à petit, c'est pas une personne seule qui peut changer les choses, mais c'est nous ensemble. C'est-à-dire que je pense toujours en fonction d'un ensemble. Je dis jamais je parle pas moi, je sais pas, je ne sais rien moi. Je suis au courant de rien, j'ai jamais la bonne répartie, mais quand je travaille avec des gens, c'est une intelligence collective qui se met en route. Et là, c'est une réflexion. Sur le cartable connecté, on a travaillé des années le projet avant de pouvoir le mettre à disposition des gens, parce que ce cartable qui sert à des jeunes enfants qui ont cancer, qui étaient doublement discriminés, il a fallu aller dans les hôpitaux pour comprendre ce qui se passait. Il a fallu d'abord rencontrer une jeune fille, une malade. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ?» Elle me dit « Ma maîtresse, mon école, mes copains, je les vois plus. » Et je me suis dit « Mais c'est dingue, quoi. Elle est coupée de l'école, elle va plus à l'école. » On a commencé à réfléchir là-dessus. Avec Abdel Aïssou, on a mis au point un cartable. Ça a mis 4-5 ans avant d'être vraiment un objet, parce qu'il fallait aller voir les professeurs dans les hôpitaux, il fallait aller voir les gens du rectorat, il fallait que les professeurs acceptent de se faire filmer en classe. Il fallait que des jeunes gens comme toi prennent le cartable et le montent en classe, parce qu'ils mettent moins de temps à le monter eux que leurs professeurs. Et donc du coup, c'est une chaîne de solidaire qui s'est mise en place. Puis des gens sont venus travailler sur le prototype, et puis les gens d'une école de Polytechnique ont commencé à travailler sur le son, parce que le son est très important pour les enfants malades. Donc si vous voulez, c'est toute une intelligence collective qui se met au sujet de gens qui sont notre avenir. Parce qu'il y a 2 millions de personnes qui vont à l'hôpital par an. Il y a 2 millions d'enfants qui vont à l'hôpital par an pour des petits séjours, pour des moyens séjours ou pour des longs séjours. Mais on soigne les gens. On soigne les gens à l'hôpital. C'est-à-dire que 80% des enfants s'en sortent. Il y a des enfants qui ne s'en sortent pas. Mais même eux, ce qu'ils souhaitent, c'est que son copain s'en sorte. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que dans les moments les plus difficiles de la vie, on a toujours envie que l'autre s'en sorte. Que moi, je ne passerai peut-être pas, mais les autres vont s'en sortir. À chaque fois qu'un enfant pouvait passer en classe supérieure, parce qu'il était bien, parce que quand ils ont quelque chose qui leur arrive, ils ont envie de travailler. D'un coup, ils disent, mais l'école, c'est important. Je ne veux pas rater l'école, maman. C'est vraiment important. Et donc voilà, c'est des sujets, on ne peut pas être seul à être le représentant d'un sujet. C'est toute une collectivité, c'est toute une communauté humaine qui se met en route parce que c'est important. Un jour, j'étais à Nice, et une dame toute mince qui vient me voir, qui me prend dans ses bras, qui me dit « Merci monsieur, je viens de signer un protocole. » Bon, merci, pourquoi? Et on me dit cette dame a perdu son enfant à Nice le jour des attentats. Donc elle voulait vous remercier. Elle voulait vous remercier, moi. Quand les gens ont des difficultés, ils s'excusent. Pardon d'être pauvre. Pardon de tousser, pardon d'être malade. C'est à nous de nous excuser quand quelqu'un n'est pas bien et qui doute à ce point de dire pardon, excusez-moi, je suis désolé, je dérange, je suis malade. Je suis pas bien, quoi. Vous voyez, là, il faut pas perdre ça de vue. C'est-à-dire que c'est important d'écouter les gens, de les sentir, de les regarder. Et de proposer de l'espoir aussi. C'est ce qu'il y a dans toutes tes chansons, de l'espoir. Il y a toujours l'espoir dans toutes tes chansons. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, au bout du couloir. Un sport. Moi, j'ai piscine. Non, mais ça, c'est de l'espoir. L'espérance, c'est quand même le plus beau mot de la langue française. Espérance,
c'est mieux qu'espoir encore. Bon, c'est un peu moins laïque, mais espoir, c'est très beau. Et l'espérance, c'est un féminin magnifique. Et ça va bien avec la chanson, par exemple, pourrais-je dire encore je t'aime, par exemple. D'accord, par exemple. On peut tout le temps. Ça dépend du moment, quoi. Non, mais on peut. Je pense que c'est la meilleure chose à dire à quelqu'un, quoi. Quand on l'aime, faut le dire, faut le dire, faut le respirer, faut le vivre surtout. Parfois c'est compliqué parce on sait plus le dire. Et puis un jour ça revient. C'est comme les cigarettes, on s'arrête et puis on reprend. Juste un petit clin d'œil avec Dis-moi que l'amour, parce que cette version on l'aime. Fred l'aime. Ah mais il adore. Il va danser d'ailleurs. Fred il va danser pour vous. Et du coup on va écouter un petit extrait parce que cette chanson elle est incroyable avec cette nouvelle version en tout cas. Ça s'entend quoi. On sent le parcours, on sent le chemin et on sent une espèce de lâcher prise, Marc. Bah il y a une sorte de truc qui s'est réveillé. J'étais pris un peu de lassitude, c'est vrai. Je vais te dire. J'étais un peu pris de lassitude, c'est-à-dire que j'étais fatigué. Et là, je me suis réveillé du bon pied. Disons, avant, j'ai un copain qui disait, ce matin, je me suis réveillé avec mon pyjama à carreaux. Ça veut dire qu'il n'allait pas bien. Mais ce matin, je me suis réveillé sans pyjama, tranquille. Et je suis bien, donc j'ai très envie d'aller sur scène avec ce disque parce que, évidemment, il appelle un spectacle que je prépare. Avec mes camarades, donc avec Darko, avec Mathieu, Jean-François Berger, qui ont créé cet album. On prépare le spectacle qu'on donnera le 17 mai à la scène musicale. T'as vu, je commence à retenir les dates. À Bruxelles, bien sûr, évidemment. Non mais, moi qui ne sais même pas quel jour on est, j'ai retenu le 17 mai, c'est déjà pas mal. On est samedi 19. Pardon ? On est samedi 19 octobre. On est samedi, voilà. Est-ce que vous avez des questions? On va peut-être passer à quelques questions, Marc, avec le public. Est-ce que quelqu'un souhaite Quelqu'un a un truc à dire? Voilà, il faut le dire.